Nous allons donc passer par la suite par la présentation de Madame Antonia Raktorville, présidente de l'ANZA et conseillère au Conseil d'État, sur la thématique « Le rôle du juge dans l'évolution du droit administratif ». Je vous donne la parole. Merci Madame la modératrice. Merci Monsieur le Président du tribunal administratif pour votre brillante intervention. Et je voudrais encore réitérer mes remerciements à l'endroit du public qui est venu massivement aujourd'hui. On est presque à 500 personnes en rotation depuis ce matin. Donc je vais parler du rôle du juge dans l'évolution du droit administratif. Et comme avait souligné notre slameuse de tout à l'heure, en bon juriste qu'on est, on va commencer par à définir les termes pour qu'on s'entende bien sur de quoi on va parler maintenant. Donc, je sais bien que vous êtes tous, vous êtes un auditoire éclairé, je sais bien que vous connaissez tous le droit administratif, mais je vais quand même reprendre un petit peu la définition du droit administratif qui regroupe l'ensemble des règles juridiques différentes du droit privé qui sont applicables à l'activité administrative des personnes publiques. Le contrôle de son application est assuré par un ensemble de juridictions qui constituent la justice administrative. Et ce domaine juridique a pour objectif de réguler les relations entre les personnes privées et l'administration. Il encadre également le fonctionnement des organismes publics. Afin de clarifier là où je voudrais en venir, il faudrait définir quelles sont les caractéristiques de ce droit administratif. Et on le sait tous, c'est d'abord un droit qui est spécifique. C'est un droit spécial conférant à la puissance publique des prérogatives justifiées par sa mission d'intérêt général. Il s'agit d'un droit à la recherche d'un équilibre subtil entre les nécessités de la satisfaction de l'intérêt général par des moyens exorbitants et des prérogatives de puissance publique, et d'autre part, la protection des droits et libertés des particuliers contre l'arbitraire. Le droit est également spécifique parce que par rapport au droit civil qu'on appelle généralement le droit commun. Et ce droit est également appliqué par un juge administratif, spécialiste de l'administration, donc c'est un magistrat qui détient une autorité juridictionnelle issue des dispositions constitutionnelles et législatives. Je voudrais juste souligner que si l'administration a des privilèges de juridiction, ils ne sont que la contrepartie des devoirs qu'elle a envers la collectivité. Et si des règles spéciales sont nécessaires, et si l'administration jouit de prérogatives spéciales, ce sera pour servir au mieux les administrés et satisfaire les exigences de l'intérêt général. Donc il y a un auteur qui a dit « Un juge spécial et un droit spécial sont la meilleure manière d'assujettir l'administration au droit ». Ce droit est également un droit évolutif. Je voudrais un peu m'attarder sur le caractère évolutif du droit administratif parce que c'est un droit qui est soumis aux évolutions contextuelles. Donc, ça veut dire que tout changement d'ordre social ou politique a des répercussions en droit administratif et c'est un droit qui est perméable à son environnement immédiat. Donc, c'est un droit qui s'applique à une administration en perpétuelle mutation et réforme. Donc les diverses transformations sociales et économiques ont des répercussions sur presque tous les aspects du droit administratif, d'où son caractère évolutif. Il peut s'agir de nationalisation et de privatisation, de la structure administrative, de l'organisation des services publics, du statut de la fonction publique, l'aménagement du territoire, l'environnement, les guerres ou les périodes de transition. Par exemple, c'est pendant les 2 guerres mondiales qu'on a pu aborder la délicate question des limites de la légalité. Et donc, le droit administratif participe des mutations d'un État voué à changer ses façons d'être et d'agir. Si vous voulez, donc, comme disait un auteur, Caillos, il a dit que le droit administratif est comme la carte mentale de l'État.
Donc, en grosso modo, donc, si vous prenez une photographie de l'État à un certain moment, la photographie, ce sera le droit administratif, parce qu'il reflète donc cette photographie d'une époque. Donc un droit qu'on avait appliqué du temps de l'arrêt Blanco, peut-être ne serait plus applicable actuellement avec les mutations qui se sont succédées. Ensuite, il est important de préciser que le droit est un droit prétorien, parce que c'est un droit jurisprudentiel, donc largement l'œuvre du juge. Donc l'importance des carences législatives a été comblée par le juge administratif qui a été amené à véritablement créer le droit administratif. Donc les règles les plus importantes qui ont été fixées par le juge sont par exemple les théories des circonstances exceptionnelles, la responsabilité administrative, la théorie du principe général de droit et même le recours pour excès de pouvoir. Il est aussi l'artisan d'un développement d'un droit public de la concurrence et dans l'utilisation d'une méthode d'évaluation et de mise en balance de coûts et avantages économiques et sociaux de projets reconnus d'utilité publique, donc qu'on appelle le bilan, la théorie du bilan coût-avantage. Un éminent administrativiste, Chevalier, et je vais lire, a cité « La structuration du droit administratif a été durablement modelée par le poids particulier conquis par la jurisprudence. En l'absence de textes généraux, c'est le juge administratif qui a été amené à forger les grands principes autour desquels s'est réellement construit le droit administratif. Et ce travail fondateur, dotant la jurisprudence d'un prestige sans égal, a laissé des traces profondes. » Mais à un certain moment, donc, le droit administratif, même s'il n'a pas été codifié, il a fait de moins en moins de jurisprudence. Et ce déclin est expliqué par une intensification de la production législative et réglementaire des principes du droit administratif. Et donc la jurisprudence est victime de son succès parce qu'il a été largement reprise par le législateur, ce qui démontre de la capacité du juge à entraîner le mouvement législatif et réglementaire. Et récemment, tout récemment, avec de nouvelles contraintes sociales, comme les questions environnementales, l'épidémie de Covid, les juges administratifs ont de nouveau participé à la production normative, avec par exemple l'admission du télérecours. Et justement, le tribunal administratif de Majunga admet le télérecours. L'admission du contrôle du droit souple, je vais revenir là-dessus parce que Madame Chantal Ramanakas m'avait bien indiqué de parler de la régistie. Et puis la condamnation des atteintes au paysage exceptionnel. Et donc, quand je parlerai du rôle des juges, c'est pas uniquement le contrôle juridictionnel, c'est la façon dont les juges veillent au respect de la légalité qui ne représente qu'un élément du rôle des juges. Il implique également la capacité des juges à anticiper, influencer, voire corriger la trajectoire des mutations de l'action publique. Et le droit, c'est un outil pour répondre à des problèmes sociétaux. Et donc le juge administratif est là pour adapter ses solutions à des problèmes contemporains. Et donc il adapte également son contrôle sur l'évolution de l'action et des modes d'action de l'administration. Ce qui n'est pas du tout étranger à la recherche d'une plus grande efficacité de l'action publique et d'une meilleure gouvernance. Brièvement, l'office du juge, c'était juste une juridiction, comme on dit auparavant, ça consistait juste à dire le droit, mais récemment, donc, l'office du juge, en 2010, a été déterminé comme une finalité, une raison d'être, et il peut se définir, je cite, comme un ensemble cohérent, constamment enrichi de pouvoirs et de devoirs, destiné à garantir un examen pertinent des litiges et l'effectivité de la décision rendue. Donc le juge n'est plus dessaisi lorsqu'il prononce son jugement, du moins c'est l'idéal, hein. Il veille à l'exécution de cette décision. Donc je citerai encore un auteur,
il a dit « Il est généralement admis que la finalité ultime du contrôle exercé par le juge administratif n'est pas dénuée d'ambivalence. C'est le lieu des résolutions des griefs de la société civile contre l'État, mais aussi des mécanismes régulateurs de l'administration au sommet, garant de sa bonne marche interne. Il peut s'agir également de dire le droit nouveau. » Donc le juge administratif, tout comme le droit administratif, est soumis aux évolutions contextuelles. Il ne peut pas agir tout seul dans sa bulle. L'internationalisation du droit l'oblige à revoir son mode de pensée et adapter sa méthodologie de travail. Donc il faut tenir compte des conventions internationales, de l'approche actuelle, approche droits humains, et la place de plus en plus importante accordée à l'environnement. Je reviendrai après aussi sur cet arrêt du Conseil d'État français du 19 novembre 2020 sur la commune de Grand-Sainte. Donc le juge administratif ne doit pas rester malgache, je veux dire, ne doit pas rester à l'écart de l'internationalisation du droit. Et au contraire, ça lui permettrait de comparer et de s'enrichir des expériences de ses homologues. Et un autre défi également, c'est de se conformer aux standards de bonne justice et de bonne administration de la justice. Donc c'est une question de normes processuelles, hein, et de qualité de la justice rendue. Oui. Et donc, le juge administratif doit démontrer une adaptabilité face à l'évolution d'un contexte et user également d'ingéniosité et surtout de courage pour mener à bien sa mission afin de pleinement servir l'état de droit. Donc, je vais prendre l'exemple du juge administratif français. Comme on est là à la célébration de l'arrêt Blanco, je prendrai quelques jurisprudences du Conseil d'État français pour lancer quelques réflexions sur ce que devrait être l'office du juge malgache. À titre de rappel, un recours en annulation ne pouvait, jusqu'à une période récente en France, être exercé devant le juge administratif qu'à l'encontre de certains actes matériels, décisions de l'administration à caractère décisoire faisant grief. Donc un acte matérialisé matérialisé. Mais pendant les moments forts de Covid, compte tenu de l'urgence, l'administration avait pris des décisions à coup de communiqué, de déclarations télévisées, mais qui étaient considérées exécutoires et pouvaient donc modifier la situation juridique des administrés. Et donc, le Conseil d'État français, par une décision de section, Chisti, rendue le 12 juin 2022, a créé et défini une nouvelle catégorie d'actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, un acte qui n'était pas matériel. Donc, il a étendu le champ d'application de son contrôle, du contrôle de légalité. Je voudrais également parler de la perception renouvelée du contrôle de légalité, parce que le juge, il a de plus en plus renforcé son pouvoir en matière d'excès de pouvoir. Donc, petit rappel toujours, auparavant, l'administration disposait d'un pouvoir discrétionnaire. Le juge exerçait un contrôle de légalité, un contrôle restreint des appréciations limité à l'erreur manifeste d'appréciation. Mais actuellement, donc, on voit le juge qui essaie de pousser le bouchon toujours un peu plus loin, et il veut toujours aller plus loin dans le contrôle des actions de l'administration. Un de ces contrôles, c'est le contrôle de proportionnalité, qui est un moyen de modération du pouvoir. Donc, c'est plus un contrôle de l'erreur, hein, c'est vraiment un contrôle de modération du pouvoir. Il faut qu'une décision soit nécessaire, adéquate, proportionnelle. Et donc, le juge contrôle les motifs qui font de la décision, le choix de la décision plutôt qu'une autre, et la finalité de l'action administrative. Encore plus loin, avec le contrôle d'opportunité, avec la théorie du bilan coût-avantage,
Et donc l'audace du juge arrivait à apprécier l'opportunité de l'action administrative. Donc les jurisprudences ici sont très intéressantes. C'est carrément la valeur des choix effectués par l'administration qui sont contrôlés par le juge. Et il a même substitué sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité administrative. Vous avez vu avec l'arrêt Ville-Nouvelle-Est de 1971, le coût social, je cite, le coût social financier anormalement élevé et dépourvu de signification. L'objectif est de censurer des décisions arbitraires, déraisonnables et mal étudiées. Donc le juge avait annulé cette décision. Un autre arrêt, Société civile Sainte-Marie de l'Assomption en 1972, le contrôle a permis une remise en cause des décisions des pouvoirs publics. Donc cette jurisprudence a été étendue à la considération d'autres intérêts publics. Donc il était beaucoup plus celui de la circulation et celui de la santé publique, et donc le juge a dû choisir lequel de ces intérêts est le plus important. Enfin, une décision très récente du 28 juin 2021, département des Alpes-Maritimes contre association de défense des riverains du quartier de Château-Folly et ses environs, c'est carrément une atteinte au paysage remarquable qui a été sanctionnée par le Conseil d'État. Donc je cite, donc il y avait, au rappel des faits, il y avait un projet d'autoroute. Donc c'était censé améliorer la circulation au niveau de la commune. Mais le Conseil d'État a toutefois considéré que ce projet, je cite, avait un coût très élevé. La Cour a aussi jugé que la réalisation du projet aurait un impact très visible dans le paysage remarquable et serait ainsi de nature à gravement altérer le caractère du site regardé comme exceptionnel. Donc le juge administratif, même si le projet d'autoroute était important pour la circulation, ce projet gâchait un paysage qui était considéré comme exceptionnel, et donc le juge administratif a décidé d'annuler cette décision. Encore plus loin, et c'est encore un rôle assez récent, c'est sur le principe de précaution. C'est carrément un contrôle de diligence de l'administration. Et c'est surtout en matière environnementale et prévention de sa dégradation qui est condamnée ici. Donc je cite, l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable. Donc cet arrêt est très intéressant parce que on nous avait toujours appris que le préjudice doit être certain, personnel, né et actuel. Et avec le principe de précaution, le préjudice est juste un risque. C'est pas personnel parce que ça pourrait atteindre un grand nombre de personnes. Et le préjudice n'est pas certain parce que c'est incertain. On ne sait pas si le préjudice va avoir lieu ou ne va pas avoir lieu. Donc c'est un arrêt du Conseil d'État de 2013, l'association coordination interrégionale sur les risques de leucémie. Et je pense que je l'avais oublié sur mon slide, mais la commune de Grande-Synthe est allée même plus loin dans le contrôle du principe de précaution, parce que le Conseil d'État avait condamné l'État à une injonction sous astreinte. Donc non seulement le juge administratif a donné une injonction à l'administration, mais il l'a sorti d'une astreinte, donc d'une somme d'argent à payer jusqu'à l'exécution de la décision. Donc le juge français est toujours allé plus loin dans son contrôle, mais ça a toujours été les décisions ont toujours été prises, ce sont des décisions qui sont bien réfléchies et qui ont porté l'adhésion des administrés. Donc je ne veux pas me donner des leçons de morale, mais qu'est-ce que le juge administratif malgache peut-il tirer de cette expérience française ?
Donc le juge administratif contribue, comme on l'a vu, à la définition de son office, donc du rôle qu'il a à jouer. En d'autres termes, il se dote lui-même d'instruments propres à assurer l'efficience de ses décisions ainsi que leur efficacité. Donc la juridiction administrative, c'est l'histoire d'une juridiction qui s'adapte en permanence, et le droit, il crée le droit en fonction de cette adaptation. Je cite donc le régime de la responsabilité. Le régime de la responsabilité administrative a été créé par le juge. La théorie du principe général de droit et même le recours pour excès de pouvoir a été créé par le juge. Donc pour le juge administratif, il y aurait une certaine manque d'honnêteté intellectuelle à se complaire et à s'enfermer dans des certitudes traditionnelles et ne pas évoluer en fonction de l'intérêt général, quand celui-ci peut être défini comme l'ensemble des conceptions qu'une époque donnée se fait de ses besoins sociaux. Je prendrai un exemple, et je ne sais pas si je vais m'attirer la foudre de mes collègues, mais je vais quand même le dire. Dans le cadre, par exemple, de l'exécution des décisions de justice, la loi organique 2004-036 sur la Cour suprême prévoit des mesures de concrétisation des décisions rendues. Donc l'article 231 prévoit l'astreinte et l'article 232 prévoit un recours en indemnisation, mais qui sont restés lettres mortes faute de décret d'application. Je voudrais juste rappeler que les solutions jurisprudentielles de la théorie de l'imprévision, la théorie des circonstances exceptionnelles et les collaborateurs bénévoles du service public attestent que le juge administratif n'a jamais tenu le droit pour une fin en soi quand il s'agit de faire respecter la mission qui lui est dévolue, à savoir soumettre l'administration au droit. Donc, en conclusion, le juge de la légalité est un acteur central de la réalisation quotidienne de l'état de droit. Je vais citer le vice-président du Conseil d'État français lors de... Je pense que c'était lors de la cérémonie de rentrée judiciaire, qui avait dit « Notre société, comme les autorités publiques, ont tout à gagner du plein exercice et ont toute indépendance de ses missions par le Conseil d'État. Et les exigences de l'état de droit ne sont pas abstraites et ne se satisfont pas de proclamations de principe, et donc elles se réalisent par un contrôle juridictionnel effectif de l'administration. Et le juge a la faculté de faire évoluer son office grâce à un droit prétorien. Malheureusement, c'est mon impression personnelle, le juge administratif malgache semble prendre ses distances par rapport à cette nature prétorienne, aussi bien dans sa démarche que dans ses décisions. Je dirais qu'il est un peu timide. Les préoccupations, donc, mais c'est compréhensible aussi quelque part, parce qu'en général, les préoccupations, et il faut le dire, restent d'ordre fonctionnel, voire matériel, dans la mesure où dans certaines juridictions que je ne mentionnerai pas, le manque de matériel et de personnel impose la priorisation de la continuité du service public au détriment d'un office qui devrait prendre en ligne de compte les différentes évolutions développées. Donc on est là encore à chercher si on a de l'encre, des papiers, au lieu de nous focaliser un peu sur l'évolution de notre jurisprudence. Donc le juge administratif, quand il sera rigoureux dans son raisonnement juridique et créatif, devrait œuvrer pour l'état de droit, la protection des administrés, et il ne faut pas l'oublier, l'efficacité de l'administration. Donc, pour terminer, je dirais que le juge administratif aussi, hein, et je vous invite d'ailleurs à creuser un peu la matière, le juge administratif ne peut agir que quand il est saisi en matière contentieuse. Mais on pourrait dire qu'il a un large pouvoir d'autosaisine en matière de rapports et d'études, donc en matière non contentieuse. Et donc c'est moins une réduction du pouvoir de la juridiction, il s'agirait d'une réorientation de ses modalités d'exercice
Donc il passerait moins par l'arrêt et de plus en plus par les études et les avis, bref, par l'activité de conseil de l'exécutif et du législatif, que je laisserai à M. Raparsou le soin de nous exposer.